Bonsoir. La session 2021 du brevet d'études du premier cycle BEPC a livré son verdict hier. On note une baisse du taux de réussite nationale pour cette année. Les précisions dans quelques instants. Et ce soir, nos invités sont Venance Conan et Ziad Liman. Ils sont co-auteurs de l'œuvre Le cœur et l'esprit, écrit à la mémoire d'Amadou Gon-Coulibaly. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on décrypte des informations comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Oui, c'est tout sourire qu'on vous reçoit ou que vous nous recevez. En tout cas, c'est vice-versa. Tous les soirs, et merci de nous accueillir chez vous. En tout cas, merci de nous rejoindre également sur le plateau du Live Talk. En ma compagnie ce soir, il y a la magnifique Sophie Aïda. Bonsoir Sophie. Bonsoir Paco, ça va? Bien, très très bien, dans cette tenue de Jedi. Ma tenue de Jedi. Ouais, c'est Serge qui me l'a dit en fait. Bonsoir Serge. C'est la Je tenue veux de bien Jedi. montrer ma tenue de Jedi à la télé qu'on me dit. Il est là. Mais non, j'ai jamais dit ça. Très bien. Si, il a dit ça. Il y a la VAR, il y a la VAR. Madame Bleu, comment allez-vous? Franchement, il y a la VAR. La VAR fonctionne bien. Très bien. Très très bien. T'as vu mes ongles bleus? C'est vrai. Ah ben oui. Mes ongles sont blancs. Ah ouais. Comme ta chemise. Ah oui. Je ne On est parlerai matchés. Y a pas plus que jamais vos de ongles couleur qui à sont cette bleus. émission concernant Madame Bleu. Elle m'a fait une remarque hier. Ah bon? Ouais. Vous vous en souvenez hier? Pendant J'ai la la séance mémoire photo? sélective. Oui, Brice, Anno, tu te souviens à 6 mois, Madame Bleu, bleu. La On VAR. commence tout de suite avec notre point d'information. À tout de suite. On le disait tout à l'heure, eh bien, le taux de réussite du BEPC qui a livré son verdict hier est en baisse. Pourquoi j'ai l'impression que je serais en train de dire je m'y attendais. Bon, pas qu'on s'y attendait, mais après, il y a beaucoup de facteurs peut-être qui peuvent expliquer ce résultat en baisse, on va dire d'environ 10 points en moyenne. On a vu également les résultats du BPC aussi qui étaient aussi vraiment en baisse. On a parlé de facteurs comme la période qu'on a connue en 2020, donc la Covid, la pandémie et la crise sanitaire qui a obligé les écoles malheureusement à fermer. Et il a fallu s'adapter également pour les élèves et prendre des cours à distance. Bon, il y a forcément certains facteurs qui expliquent cela, mais c'est malheureux quand même d'arriver encore à cette baisse-là, de 53,17% à 41,27%. Bah, vous pensez que c'est moindre mal? Ça aurait pu être pire, vous imaginez, Serge? Je pense que oui. Après, est-ce que ces résultats-là reflètent la réalité de notre école et de notre système scolaire, ou ne serait-ce qu'au niveau du collège? Je ne pourrais m'avancer, mais pour ma part, je pense qu'il y aura énormément de changements, et c'est peut-être ce changement qui commence maintenant. Et quand on sait que... Ça ressemble à un slogan de campagne, ça. Oui, bien sûr, mais quand on sait en Français, un plus... slogan. On se demande, d'aucuns se demandent, mais que sera le bac ou qu'est-ce que va donner le bac? Mais quand on sait que bon nombre de personnes n'ont pas arrêté de se plaindre qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on passe avec 8 de moyenne, 9 de moyenne, et qu'on se plaint de l'enseignement, on se plaint que les élèves passent en classe supérieure en masse et ont de gros taux de réussite aux examens, mais devant, c'est engorgé au niveau de l'université. Bon, je me dis... C'est peut-être quelque chose qu'on a vraiment entamé, on essaie de tamiser, de prendre vraiment les meilleurs pour avancer. À ce niveau-là, si c'est ce qui fait baisser le taux de réussite, moi je dis pourquoi pas. Après, je ne m'en plains pas. La réforme qui est prévue, bon après il faut que ça soit effectif parce que pour l'instant c'est juste une promesse. La réforme sur l'éducation nationale pourrait amener peut-être des changements possibles. Quand moi je vois par exemple les résultats du bac français qui ont été proclamés hier et qui sont à 90,5%, sachant que ce résultat en fait, Sophie, ne faites pas cette 90,5%, et ce résultat en fait reflète la situation française. Donc c'est-à-dire que les notes sont continues. La formation, en fait, les notes sont prises. La COVID aussi. Oui, non, oui, bien sûr, ils ont eu la Covid. Mais le problème, en fait, la différence, c'est que à 80%, l'évaluation continue est prise en compte, en fait, dans l'examen du bac français.
Et voilà, je pense qu'il faut tu as parlé Ouais, du les système besoins. américain également, faudrait le prendre en compte également. C'est-à-dire que faire une évaluation continue tout au long de l'année, Ouais. parce qu'on peut être très bon en classe, C'est ça. avoir Et d'excellentes échouer- moyennes et se échouer retrouver à l'examen. échouer à l'examen parce qu'on a eu des facteurs externes C'est ça. comme la fatigue, C'est ça. comme peut-être La pression, l'annonce la peur, du le décès d'un stress, parent exactement. qui vont tout chambouler par exemple. Exactement. Ou le contraire, Exactement. quelqu'un qui n'a pas été très très bon en classe Oui. et voilà, qui se retrouve, qui se forme bien pendant voilà. l'examen et puis passe. Et il y a beaucoup de facteurs Moi, qui rentrent en ligne de compte, donc il faudrait penser à ça. Personnellement, L'évaluation moi, continue. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que c'est vraiment moi en tout cas selon mon expérience, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé, qui a beaucoup marqué. Je veux dire aujourd'hui, quand tu rentres à l'université, en ayant fait ce processus d'examen continu tout au long de l'année, en fait tu te surpasses tous Je les rappelle jours. aux téléspectateurs Tu n'as que pas- quand vous parlez de votre expérience, vous parlez d'une expérience américaine. c'est Voilà. ça. Donc tu n'as pas à devoir simplement tout rattraper à la fin. Donc tout au long de l'année, tu te formes, tu te surpasses pour pouvoir garder le cap, en gros. Et quand on arrive à l'université, c'est la même chose. C'est-à-dire que les notes universitaires ne sont pas, Obtenu à obtenues partir seulement sur la base d'un sur la examen. base d'un examen. On continue. Donc je pense que ça serait peut-être une stratégie à adapter. Pour la réforme. Voilà, pour Mais en tout cas, avec tous ces résultats-là, je pense que Madame la ministre Mariatou Koné a Qui vient juste de prendre ce ministère. ce bien ministère-là, entendu. et je crois qu'elle a des éléments d'indices et des pistes de solutions pour trouver forcément enfin, je dirais En même tout des cas, solutions. en tout Faites cas, bien de me rattraper parce que je m'appelle oui, non, mais en tout cas, dans ces 41,27%, je tenais à saluer les efforts d'une jeune fille que je connais bien, qui s'appelle Kyrian Ashley Inès, et que je Kouachi. félicite encore. Kouachi. Félicitations. Donc pour elle et pour tous ceux qui ont obtenu le BEPC, félicitations. Pour les autres, on a coutume de dire c'est pas perdu. Il faut se poser les bonnes Faut redoubler questions et d'efforts. puis C'est ça. certainement que l'année prochaine sera la bonne, Inch'Allah, comme on dit. Yes. Ouais. Sophie Aïda, Oui. un sujet beaucoup moins, moins un sujet un peu réjouissant. triste, Oui. exactement. Oui. Eh bien, on l'a appris ce matin. Oui. Eh bien, c'est l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est ça, le président de Haïtien. Haïti. Ouais. Voilà, donc le chef du gouvernement sortant, donc Claude Joseph, a dit dans un communiqué ce matin que vers 1h du matin, donc dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République donc d'Haïti et ainsi blessé mortellement le chef de l'État. Faut savoir que Jovenel Moïse avait annoncé lundi 5 juillet 2021 la nomination du nouveau Premier ministre Ariel Henry pour la mission de la tenue des élections qui devaient déjà se tenir le 27 octobre 2019 et qui avaient été reportées au 19 septembre 2021. Lors donc de cette attaque, son épouse, Martine Rose, avait été blessée et elle avait été aussi hospitalisée. Donc plusieurs personnes sur la toile Il y a avaient plusieurs sources qui espéré confirment, ouais. qu'elle aurait eu un Elle s'en rétablissement. sortirait, oui. Voilà, mais malheureusement, elle aussi, elle est décédée. Donc pour l'instant, les circonstances sont assez floues sur ce qui s'est passé à l'intérieur de cette résidence qui donc habite les hauteurs de la capitale de Port-au-Prince. C'est vrai qu'on sait très peu de choses sur ce qui s'est passé, vous Sur ce disiez qui tout à l'heure, s'est Sophie. Est-ce que vous pensez que c'est politique? C'est totalement Écoutez, politique. moi, je veux bien m'avancer sur ce taxe-là, même si on sait que Haïti vit une période d'insécurité et de criminalité, mais hors norme. Hors norme. Quand on se rappelle qu'en février dernier, il y avait 400 prisonniers qui s'étaient évadés d'une prison. Récemment, en juin, c'est une trentaine de personnes qui avaient été tuées dans une fusillade. Ouais. Bon, on sait également qu'il y a une énorme grogne au niveau du pouvoir du président, paix à son âme, Jovenel, puisque pour certains, il n'était plus éligible vu que son mandat était caduc depuis le 7 février 2021, tandis que lui insistait pour dire que son mandat arrivait à terme en février 2022, donc du coup, il était dans une situation quand même un peu difficile. Ouais. Alors, quand cela arrive, on se demande,
Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est dû au fait qu'on est dans une société qui est minée par la criminalité? Est-ce que c'est par un règlement de compte? Les populations lui prêtaient, les populations et l'opposition aussi, lui prêtaient des relations très étroites avec les gangs qui minent Haïti. J'ai vu dernièrement un documentaire très édifiant dans lequel on voit que chaque jour, on a des enlèvements. En fait, c'est devenu une monnaie locale, en fait, les enlèvements et les demandes de rançon à Haïti. C'est dramatique et les gangs dominent toute la ville. C'est-à-dire qu'on a parlé même de gangsters comme Barbecue, qui portent le nom de Barbecue, et plein d'autres qui gèrent la ville comme et dans les dirigeants. l'impunité totale. Oui, dans l'impunité totale. Non, parce que justement, je vous posais la question si c'était politique, d'autant plus que si c'était politique, on aurait parlé d'un coup d'État, mais là, je crois que c'est pas, la piste n'est pas évoquée. En fait, ça ressemble à un règlement de compte, mais c'est pas la première fois. Il faut savoir que lui, il rentre un peu dans la liste de plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement qui ont déjà trouvé la mort de cette manière-là à Haïti. On se rappelle, en 1987, il y a Yves Vaudel, candidat à la présidence, qui est leader du Rassemblement des démocrates, qui avait été assassiné devant le quartier général de la police dans la capitale. Et puis 6 ans plus tard, il y a le ministre de la Justice, Guy Malary, qui avait été retrouvé mort et après, avait été retrouvé mort après avoir été écrébé de balles à son bureau. Donc c'est ça confirme également ce que Serge disait concernant le taux de criminalité, très élevé, et donc Haïti. Il y a une forme d'insécurité incroyable. Les gangsters fonctionnent à visage découvert. On a eu l'ancien Premier ministre justement de Jovenel qui pendant un peu plus d'un an n'a pas réussi à faire baisser ce taux de criminalité. On a eu un Premier ministre par intérim qui avait également cette mission-là jusqu'à ce qu'avant-hier, donc le 5 juillet, on voit le tweet du président paix à son âme Jovenel qui nomme un nouveau Premier ministre qui a été décrié par certains comme étant trop proche de lui. Et de toute façon, il a déjà été dans son gouvernement avant, donc c'était toujours blanc, bonnet blanc selon les détracteurs de Jovenel. Donc on voyait d'un mauvais œil le fait que la criminalité baisse alors que c'était crié à tout va par le président Jovenel. Bon, aujourd'hui, il termine victime de cette violence. C'est dommage, surtout pour un chef d'État, mais bon. Et ça n'augure ce qui m'a marqué. Ça n'augure rien de bon, en tout cas, l'annonce par rapport à cette anarchie naissante là en Haïti. Dans l'annonce du chef du gouvernement sortant, c'est qu'il a mentionné que certains des individus qui ont attaqué cette villa étaient d'origine, en tout cas parlaient espagnol. Et on sait que... Parlerait. Non, il a dit parler, il n'a pas dit parlerait. C'est lui, moi je sais ses propos. Vous le citez, je cite ses propos. Et on sait que justement entre Haïti et puis et les pays voisins, il y a beaucoup de tensions, notamment de la République dominicaine. Donc vous savez, et puis après, quand on parle de gang, il a parlé parce que chaque fois qu'il y a une attaque, il y a toujours une petite information comme ça qui fuite. Oui, on a reconnu quelqu'un d'un pays de la Suisse. Non, des fois c'est des cartes d'identité même, des fois qu'on retrouve sur les assaillants. Bon, allez, vous êtes un commando. Quand il balance cette information qui parlait espagnol, forcément, il y a une intention. Oui, et puis parce qu'on parle de gangs rivaux, on parle de corruption. On sait que dans cette région-là, entre Haïti et la République dominicaine, il y a énormément de trafic. De toute façon, c'est la même île qui se partage, l'île d'Espagnola, la République dominicaine à l'est d'Haïti. Donc c'est pratiquement le même territoire, sauf qu'il y a une longue histoire de pas forcément de très bon voisinage entre ces deux républiques. Je pense que depuis de nombreuses années, et avec toutes les catastrophes naturelles, donc le séisme, les typhons et tout, que connaissent cette pauvre île, parce qu'il faut le dire de façon littérale, c'est une pauvre île malheureusement, avec un nouveau coup pareil, dramatique, ils n'auront pas le temps ils n'ont plus la capacité de se relever finalement. C'est-à-dire que le peuple est meurtri, il manque du minimum, l'accès à l'eau potable dans la plupart des communes de la ville, les soins, c'est terrible. On a l'impression que ce pays a été lâché et abandonné. Peut-être parce que c'est un des pays et des seuls à avoir résisté à la colonisation, peut-être. Et puis sachant que avoir demandé leur indépendance. Et ils ont demandé leur indépendance, mais ça n'a pas été facile parce que lorsqu'ils le faisaient en 1825, je pense que c'était déjà même un faux départ parce qu'ils se libéraient de la France, mais la France, sous la menace d'une guerre, leur demandait de payer même déjà à l'époque 150 millions. Comment vous pouvez vous libérer en tant qu'esclave de votre colonisateur et ensuite pouvoir compenser parce que les colons français demandaient à ce qu'ils compensent pour leurs revenus perdus de l'esclavage. Donc
Un faux départ depuis le début. En tout cas, moi je suis très optimiste, donc je vais imaginer Non, moi aussi, je suis que optimiste. déjà on va suivre hein, le déroulement des pensez événements. pour le peuple haïtien. Voilà, exactement, et puis toutes nos condoléances là-bas pour la disparition du président et de son épouse. Et, Que l'ordre revienne. exactement. Et puis moi, je pense qu'on ne peut pas rester dans le même engrenage forever, pour toujours. Donc, à un moment ou à un autre, la roue va tourner. Et on espère juste que ce sera plus tôt que tard. Ouais. Force à vous, Haïti. On marque une pause avant de recevoir nos invités. Monsieur Venance Koné, directeur général de Fraternité Matin. Monsieur Ziad Limam, lui est PDG d'Afrique Magazine. Ils sont tous deux avec nous. Ils sont également co-auteurs de l'ouvrage Le cœur et l'esprit, basé sur la vie du Premier ministre de Amadou Gon Coulibaly. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être en notre compagnie. Retour sur cette journée du 8 juillet 2020 sur la FTV. Bonsoir. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est en deuil. La triste nouvelle est tombée. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly nous a quittés 6 jours seulement après son retour en Côte d'Ivoire. Il était âgé de 61 ans. Toutes nos pensées vont en ce moment vers ses familles biologiques, politiques et tous ses proches. Ce numéro du Live Talk lui est entièrement consacré. C'était un 8 juillet 2020 et la nouvelle venait de tomber. Comment vous l'avez reçue, monsieur Venance Koné ? Alors chronologiquement, moi je suis à Paris et je commence à recevoir des SMS ou des textes qui me disent il y a un problème, il y a quelque chose, et Venance m'envoie un texte pour me dire le PM est parti. Et j'ai répondu je sais parce qu'entre-temps j'en avais eu un autre. Moi j'étais au bureau quand un ami m'a appelé, il m'a dit tu es où? Je dis c'est au bureau, il dit tu es debout? Je dis non, je suis assis dans mon bureau. Il m'a dit assieds-toi bien parce que ça ne va pas du tout chez le Premier ministre. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit il est mort. Il a dit comme ça. Comme ça. Et quels étaient vos rapports avec le Premier ministre? Mais on était déjà sur ce livre-là. Oui. On avait presque fini. Et quand cette nouvelle-là tombe, évidemment, c'est comme si tu reçois une maison sur la tête. Donc depuis un an, on était avec lui pratiquement. Très régulièrement, voilà, on travaillait sur ce livre-là. C'est son livre, hein, c'est lui qui parlait. Nous, on était juste que les plumes. Il rentrait de soins. On disait que les choses allaient bien, allaient beaucoup mieux. Et puis cette nouvelle est venue un tout petit peu surprendre la nation tout entière. Ben, c'était d'autant plus surprenant que Ziad, qui l'avait vu à Paris avant qu'il ne vienne, m'avait dit « Ok, c'est bon, on continue avec le livre, je viens de voir le PM, il va bien, il va rentrer dans quelques jours. » Donc on était optimiste. Finalement, est-ce que le fait d'avoir cet événement inattendu concernant la rédaction de cette autobiographie n'a pas eu un impact sur on va dire la fin de la rédaction? Non, mais vous avez déjà fini. C'est ce qu'on a dit lors du lancement du livre lundi 6. On a dit que c'était une œuvre inachevée, mais achevée. C'est-à-dire qu'il restait une discussion ou deux à avoir, puisque dans le récit, il n'est jamais candidat et il ne nous a jamais dit qu'il serait candidat. Il a gardé le secret le plus longtemps possible. Donc nous, on n'a pas forcément un livre de candidat à ce moment-là. Et donc il restait à écrire cette partie de la candidature, la partie du Covid, puisque vous vous rappelez de la séquence. En mars, on rentre dans la crise du Covid. Lui-même est isolé en cas contact. Donc il y avait cette discussion à avoir. Et on voulait aussi parler avec lui de cette épreuve qu'il avait vécue en France, médicale. Et il dit, moi je suis à Paris, Venance est à Abidjan, et il dit je rentre et je te verrai samedi, Voilà. en parlant à Venance. Et là on est avant le mercredi, je crois, fatal. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser, monsieur Venance Koné, je pense que ce n'est pas votre première initiative en ce qui concerne la biographie de certains hommes, de grands hommes d'État et notamment en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle est venue de vous ou est-ce l'initiative du Premier ministre de faire en sorte qu'on ait un regard qui change sur sa personne, car on le disait très dur, on le disait un peu peut-être trop sénoufo, il y avait beaucoup de choses qui se disaient sur lui, et notamment sur sa rigueur, et pas forcément des choses qui étaient super bienvenues au niveau du peuple. Donc est-ce qu'il y avait un besoin quelque part de présenter l'homme qu'il était, mais se mettre vraiment à nu, ou est-ce que c'est vous qui vous êtes dit qu'il faudrait qu'on puisse découvrir l'homme d'État qu'il est? Moi, j'étais le dernier arrivé dans l'équipe. Hein. L'idée est venue de lui, il en a parlé à Ziad, et Ziad m'en a parlé. Voilà. Voilà comment ça s'est fait concrètement. Ziad et lui se connaissent depuis longtemps. Il a eu envie de parler, et il s'est confié à Ziad. Et pourquoi vous avez accepté le projet, de rentrer dans le projet? C'est excitant. D'abord, Ziad et moi,
Ça fait plus de 30 ans qu'on travaille ensemble. De 30 ans, j'exagère un peu, peut-être 25 ans. Nous vieillis pas tout le temps comme ça. C'est bon. Au moins 20 ans. C'est une là, longue c'est histoire. sûr. Non, mais pour remettre les choses Voilà. dans le contexte, moi je connais Amadou Gon depuis des années, parce qu'à l'époque je suis à Jeune Afrique et je suis chargé par Jeune Afrique de couvrir le RDR, et de couvrir Alassane Ouattara, et donc forcément les gens qui sont à cette période-là tout autour du président et qui jouent un rôle central. Et dès cette période-là, celui qui joue un rôle central de pivot, qui organise tout ce qui se passe, c'est Amadou Gon. Donc je le connais comme ça, et donc on se connaît au fil des années. Et un des aspects de ce livre qui est extrêmement intéressant, je pense, pour un public plus jeune même, c'est que c'est à travers la vie d'Amadou Gon, c'est aussi la vie de la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance. Il n'est pas forcément... Lui, c'est un fils de l'indépendance, il naît à cette époque-là. Ce n'est pas quelqu'un qui est marqué par l'expérience coloniale. Au contraire, c'est quelqu'un qui vient avec les indépendances. Et donc, il y a tout le récit depuis les années 60, avec tous les événements que vous connaissez, qui défilent dans le livre à travers le portrait. Donc, il est acteur et témoin de cette histoire. Et c'est ça qui rend aussi l'expérience intéressante. Et juste pour répondre à votre question... Il a envie de parler. Alors, on n'est pas complètement naïf. On sait qu'il y a des échéances. On sait qu'il y a des échéances politiques qui arrivent. Mais il n'en parle jamais, en fait. Il parle de lui parce comme vous dites, il vit pas très bien le fait qu'il est caricaturé en espèce de baron régional, d'homme du Nord, de sénoufo, de sectaire, de haut fonctionnaire, etc. Ce qui n'est pas du tout lui. Et on le ressent très bien dans la lecture. Donc ça, c'est la démarche vraiment de départ. Après, évidemment, les mois passent. Mais est-ce que, comme il le disait, c'était on va dire, le regard extérieur des populations ou d'une certaine partie de la population qui avait cette image de lui, un homme politique sévère, peut-être un peu austère et tout. Mais vous qui le connaissiez, est-ce que la rédaction de cette autobiographie tout au long de ces mois a peut-être aussi changé votre regard par rapport à cette personne? Alors, quand vous faites cette question, justement, j'en ai une autre là, qui va peut-être un tout petit peu préciser la question de Madame Bleu. Lorsque vous écrivez sur lui, parce que vous découvrez l'homme, il parle, mais vous le côtoyez. Est-ce qu'aujourd'hui, entre ce qu'il dit et ce que vous avez pensé être de l'homme, il y a eu une forme de différence? Déjà, lui le connaissait depuis plus longtemps, et moi, je le découvrais. Et comme Edith le dit, moi aussi, j'avais l'image de l'homme austère, de sénoufo replié sur son clan. J'avais cette image-là. Et j'ai été agréablement surpris de découvrir un autre Gon, un Gon chaleureux, un peu timide quand même, mais chaleureux, drôle, qui savait faire rire, mais aussi un homme passionné. Moi, j'ai découvert au fur et à mesure. Et c'est ce que... En fait, le livre, c'est lui qui parle. Hein. Comme lui, c'est son livre. Comme lui de particularité, on peut donc noter que c'est quelqu'un qu'il fallait peut-être approcher Effectivement. Pour bien le connaître. Il a fallu qu'on l'approche pour bien le connaître. Et lui, il avait vraiment envie de se faire connaître à travers ce livre-là. Ouais. Il souffrait quelque part de cette image qu'on lui donnait qui était fausse. Tiens, l'imam, justement, vous parlez de pivot. Lorsque vous rencontrez un pivot, donc un élément important donc, autour d'Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui vous charme chez le monsieur Amadou Gon? Moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'était la capacité à faire. C'était quelqu'un on pourrait dire un bosseur, mais au sens propre du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui travaillait, qui voulait que les dossiers soient faits, qui voulait que ça soit expédié, que ça marche, que ça avance. Il avait ça en lui. Et ses proches lui disaient d'ailleurs, c'est trop peut-être, doucement, le rythme. C'était un bosseur acharné. Acharné, et du coup, il entraînait le système autour de lui. C'est-à-dire tous les gens qui étaient au RDR, au RHDP, au secrétaire général et à la présidence, à la primature, tout ça, les gens étaient entraînés dans le rythme. Il fallait que ça suive. Et lui, moi, je me rappelle très bien, quand il nous donnait les entretiens, le plus dur, c'est d'arriver à l'entretien, d'arriver à obtenir ces moments, parce qu'il y avait quand même beaucoup de contraintes officielles et de travail. Et donc, il nous a raconté un peu. Il dit, par exemple, qu'il essaye d'isoler les week-ends. Il essaye de faire en sorte que le dimanche, en particulier, soit un moment sans téléphone. Le matin, il a sa gym, il joue au ping-pong. On découvre qu'il joue au ping-pong, que c'est une de ses passions, qu'il essaye de réserver du temps à sa famille, à ses enfants. Il y a la fameuse anecdote de ses filles qui lui disent « Allons bruncher dans un hôtel à la mode du plateau ». Bon, on se doute bien duquel, où le brunch est connu. Et voilà, donc on sent, on découvre tous ces aspects-là. On découvre aussi, en filigrane permanente du livre, le lien avec le président Ouattara. C'est-à-dire, c'est vraiment... il met ses pas à la trentaine, il met ses pas dans les pas
de l'homme politique Alassane Ouattara, et en fait, il consacre sa vie à ça, ce qui est très impressionnant comme décision et comme le fait que ça dure. Et vous savez, dans une vie politique, il y a souvent des ruptures, des casses, des choses qui tournent mal. Et ben, entre eux, ça n'a jamais tourné mal. Il n'y a jamais eu de rupture et il n'y a jamais eu de casse. Et ça s'étend sur plus de 3 décennies quand même. C'est très impressionnant en termes de continuité. Fidélité, Alors, quand on laisse un livre pour la postérité, c'est qu'on a un message à véhiculer, en tout cas qu'on veut laisser aux générations à venir. Quel est le message que vous voulez qu'on retienne à travers ces écrits? Ben, je crois que Amadou voulait qu'on le connaisse. Et la démarche était originale. Moi, j'ai adhéré aussi pour ça. C'est la première fois qu'un homme politique décide de faire sa biographie, d'écrire lui-même sa biographie. Ils n'ont pas le temps, donc il fallait toujours que ce soit quelqu'un qui le fasse. Toutes les biographies qu'on voit, les autobiographies qu'on voit, il y a des gens derrière qui écrivent. Ok, donc il y avait cette démarche-là, passer son message, sa vision de la Côte d'Ivoire. Et c'est peut-être la dernière partie qu'on n'a pas pu faire. Parce qu'au moment où on apprenait qu'il était candidat et qu'on voulait l'interroger sur ça, ben, c'était trop tard. Mais il avait donné une petite partie quand même sur ses grandes idées. Il y avait ce message-là qu'il voulait laisser aux Ivoiriens. Et puis à la conclusion, moi je pense que ce qui est très important, les 3 dernières pages, qui étaient le début de ce qu'on voulait faire en termes de conclusion, où il dit il n'y a pas de développement sans leadership politique et sans leadership en termes de services publics. On ne peut pas créer une économie moderne s'il n'y a pas un État et un État manager qui soit opérationnel. Et je crains, à cause du discrédit qu'il y a sur la fonction politique, je crains qu'on n'attire plus les jeunes vers ces métiers. Et on a besoin des jeunes, on a besoin de jeunes formés pour rentrer dans le monde politique et de rentrer dans le service public, parce que sinon il n'y a pas d'émergence à long terme. Et je pense que c'est la fin du livre. Et c'est vraiment le message qui reste. Et l'autre message, rapidement, c'est l'unité. C'est quelqu'un qui a été personnellement meurtri sur des questions de l'identité. C'est quelqu'un qui a été en prison, c'est quelqu'un qui a failli être assassiné, c'est quelqu'un dont on a dit que sa famille n'était pas ivoirienne. Il faut se rappeler de cette période-là qui est extrêmement violente. Et lui, il l'a vécu de manière très violente. Et je pense qu'il avait tout le temps ça dans la tête. C'est comment faire en sorte que ces Côtes d'Ivoire vivent ensemble et dans un sens d'appartenance commun. Il y a des mots qui le caractérisaient. On parle de loyauté. Évidemment, vous parliez tout à l'heure qui marche dans les pas d'Alassane Ouattara. On parlait de travail. Certains même sont allés jusqu'à dire un peu trop, et que c'est parce que malheureusement, M. Amadou Gon décède au travail, à la tâche. Et puis un autre mot, c'était efficacité. C'est tout à fait ça. J'ai rien d'autre à ajouter. Loyauté, grand travailleur. Mais ne serait-ce que le temps qu'il nous consacrait. Hein. Quand il bloquait l'heure pour qu'on fasse le travail, mais on y allait. Il était investi jusqu'au bout. Après, ça toquait à la porte, il y avait les gars du protocole, les assistantes qui venaient, qui disaient bon là, c'est chaud là, il faut... Le seul coup de fil qu'ils prenaient, c'était ceux du chef de l'État. Tout le reste là, non. Et je vais même rajouter aussi culture. Dans cet ouvrage de 155 pages, donc, nous sommes intéressés à quelques chapitres, dont S'inscrire dans la lignée, à la page 19 si je ne me trompe pas, dans lequel il raconte son attachement à sa culture. Très important. Un Premier ministre qui était fortement ancré dans sa tradition, le rite initiatique du Poro, par exemple. Et comment en parlait-il? Comment il le vivait? Est-ce que dans le livre, il en parle? C'est les toutes premières discussions qu'il y a eu ça. Et donc c'était très intéressant qu'on ait commencé par là, parce qu'il parlait du Poro, il parlait de ce qu'il avait hérité de son père et de ce qui se passait à Korogo, où la maison du père était aussi le lieu où tout le monde allait, et où tout le monde se retrouvait. Et il racontait aussi que quand le président Houphouët voulait honorer un invité, on lui disait il faut aller chez les Gon Coulibaly à Korogo. Ils avaient le balafon, ils avaient la danse, ils avaient tout, etc. Donc il a grandi là-dedans. Mais ce que moi je répète avec venance, c'est qu'il n'est pas que ça. Exactement. Il est né ici. Abidjan. Il est né dans une ville de fusion et de mélange. Et il y a des tas de passages où il raconte cette jeunesse à Abidjan et la jeunesse à Dabou au collège. Et donc on voit bien les influences en fait, qui traversent les hommes de cette génération. Moi, ce qui me frappe, c'est que les hommes de cette génération étaient beaucoup plus perméables à toutes les influences ivoiriennes, et que c'est après que ça se durcit. Mais dans les années 70, dans les années 80, toute cette génération est née en jouant aux cartes autour de la même table.
de gens qui venaient de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Et c'est plus tard Il s'est construit autour d'un brassage. Ah oui, c'est clair. Ouais, ses amis d'enfance, c'était les Yves Zobo Junior, au 150 logements, le quartier lycée technique. Voilà un peu son milieu. Et quand il vous parle des amis de son père qui venaient jouer aux cartes avec son père, c'était tout le monde. Qui l'a pensé et pourquoi un tel titre? C'est lui, Ziad. Entre les deux. En fait, je ne me rappelle plus comment c'est venu. C'est venu dans les premières discussions. Et je pense que j'ai dû, moi, fusionner tout ça dans ce titre. Et je lui ai dit, est-ce que ça vous plaît? Et il m'a dit, c'est tout à fait ça. Et Ça devait représenter quoi? Oui, Le forcément, cœur parce et que- l'esprit? non, parce que bon, il Voilà. y a dans la vie de cet homme quelque chose qui est lié au cœur réellement, physiquement. Physiquement. Oui, Donc il y a sûr. quand même une transplantation Oui. et une maladie cardiaque qui va marquer toute son existence. Et donc c'est le cœur physique et c'est le cœur émotionnel parce qu'il parle de ses émotions. Et puis l'esprit, c'est l'esprit de l'homme privé et c'est l'esprit de l'homme public. Alors, Vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est Ah, ça. d'accord. monsieur l'imam, vous qui avez connu l'homme depuis 3 décennies, donc vous êtes au cœur de sa passion, de son acharnement au travail. Vous êtes très certainement témoin de cette période difficile, justement, qu'il évoque en ce terme, donc en ce nom de cœur, puisqu'on sait très bien qu'il a subi une transplantation. Comment est-ce qu'il s'en sort? Est-ce qu'il en sort diminué? Est-ce qu'il en sort déçu parce que physiquement ne pouvant plus s'acharner? Ou alors il se dit, Non, d'abord, peu importe. Comment il vit? d'abord vit il raconte cette histoire première- et c'est pas fréquent que des gens racontent de manière transparente une histoire pareille. Vous savez, Sur le santé, les gens en font un tabou. Hein. Ouais, Et puis lui, il en parle tranquillement. Et Hein. sur les transplantations cardiaques, il y a beaucoup de tabous qui sont toujours d'activité. Vous savez que les Japonais pensent par exemple que l'âme n'est pas dans la tête, l'âme est dans le cœur. Donc au Japon, les transplantations cardiaques, c'est tout un problème, puisqu'on ne peut pas enlever l'âme et la mettre chez déplacer, quelqu'un d'autre. oui. Mais lui, il en parle très bien. Il raconte que, d'abord, il sort à peu près en pleine forme. Hein. C'est-à-dire, il y a cette période un peu longue qui dure 3, 4, 5 mois, qu'il raccourcit. Et il revient à Abidjan, il reprend ses fonctions et ça va très très vite après. Et après, à partir de là, il se remet en rythme normal. La deuxième chose, c'est qu'il a été beaucoup soutenu, je pense, dans cette épreuve, par ses proches, par son épouse, par ses enfants, par le président, par Madame la Première Dame, par ses médecins personnels, par son médecin à la Pitié-Salpêtrière qui lui explique tout ce qui se passe, par le frère de la Première Dame qui est médecin qui lui explique tout ce qui se passe. Et donc il y va en connaissance de cause et en sachant qu'il n'a pas le choix. Et il le dit dans le livre, ça me tombe sur les épaules, je sais que je n'ai pas le choix et il faut que j'y aille. Après, il raconte qu'il a il n'a jamais même baissé sa charge de travail. Ah ni... non. Quand il est malade, d'abord, ça dure plusieurs mois. Et il est diagnostiqué 2 ou 3 ans avant, je ne me rappelle plus exactement, d'une insuffisance qui va s'aggraver. Donc il sait que il sait qu'il y a un Au problème. bout d'un moment, il n'y avait pas d'autre choix que d'aller Il n'y avait là-bas. pas d'autre choix que changer. Après, vous savez, il faut trouver un donneur compatible. Enfin, c'est toute une histoire qui est racontée dans les détails. Et ce qui est assez beau, c'est que lui, il dit « J'ai 2 dates de naissance. J'ai celle de ma naissance, ma venue sur Terre, et j'ai celle de mon réveil le 12 juin de la salle d'op, qui est ma deuxième vie qui Une m'est forme de donnée. résurrection. C'est la deuxième vie qui m'est donnée. » Et un des moments les plus dramatiques dans cette affaire, c'est le moment où on lui dit « Vous allez passer sur la table ce soir. Ce soir. On va vous opérer ce soir. » Il dit « Et je réalise que ce soir, je vais peut-être mourir. Parce que l'opération peut échouer. » Et une transplantation, c'est quelque chose de très délicat. C'est à ce moment qu'il réalise vraiment que là, je peux mourir aujourd'hui, ma vie peut s'arrêter là aujourd'hui. Et lorsqu'il sort de... Et puis on est tous passés par là, moi je suis passé par quelque chose de ce genre-là. Quand tu ouvres les yeux et que tu te rends compte que tu es encore vivant, ouais, c'est une renaissance. C'est une nouvelle C'est- vie. Ouais, C'est ça, je pense que ça lui a donné finalement Et- des ailes pour continuer Et- à ce rythme aussi. Il raconte aussi qu'il a essayé d'être en contact avec la famille du donneur, mais qu'en France, en France, la loi l'interdit. Vous Mais voulez qu'il leur aurait- dire que vous avez un nouvel enfant qui est moi, c'est pas possible. On parle de ce rythme-là, où vous parlez de son médecin, de sa famille. Dit-on, tous lui auraient demandé, par exemple, de réduire un tout petit peu sa charge de travail, mais Même quand il était à l'hôpital, en attendant d'avoir le cœur, il travaillait pour ne pas être obligé de penser au cœur tout le temps, justement. On lui envoyait du travail à faire des dossiers à traiter pour qu'il pense à autre chose. Et Mais il évidemment, était- quand tu en sors, tes proches n'ont pas envie de te voir travailler. Mais lui, il avait besoin de ça justement pour vivre. Non, ça fait partie de lui. Et puis, vous avez parlé de plusieurs mots. Il y a quelque chose qui est très fort chez lui, c'est cette idée de mission.
Je suis en mission. Et c'est quelqu'un qui avait... Je pense il avait plus le sens de la mission que l'ambition. Voilà, c'était ça. Je suis là pour faire ça. Et je dois le faire. Et je suis là aussi pour être dans les traces et dans les pas de la personne dans laquelle j'ai mis ma vie publique et politique. Et probablement... cette personne-là l'investit d'une nouvelle mission. Il se dit, même si je ne suis pas au meilleur de ma forme, à 100%, il faut que je... Mais on ne sait pas tout ça. Tout ça, il y a une rupture brutale. Hein. Oui. Moi, la dernière fois que je le vois, avant, parce que moi j'ai été coincé en France par le Covid et par ce qu'on appelle les lockdowns. Là, je ne pouvais plus venir pendant un certain temps, mais la dernière fois que je l'ai vu à Abidjan, c'était en février. Ouais. On ne sent pas du tout quelqu'un qui est au bord de quoi que ce soit. Il vivait normalement, il faisait son sport chaque matin. Le sport chaque matin, on l'a vu à la maison, et puis à mission et trucs, et on sentait rien. On a l'impression qu'il était encore perdu dans le travail aussi, finalement. Au point qu'il raccourcit même sa période de convalescence. Voilà. Mais pour lui, il était normal. Et vous avez parlé de mission. Vous avez parlé de mission pour la personne pour laquelle il travaillait, donc le président, parce qu'ils ont un long parcours ensemble, des décennies. Mais est-ce que aussi, ce n'est pas finalement une mission, un amour profond pour ce pays, pour la Côte d'Ivoire, au final, qui l'a mené à se jeter à corps perdu dans ce travail? Moi, je pense les deux se confondent quelque part. Et puis, il pense qu'on peut changer les choses. C'est ça qui est... C'était pas un rêveur, un grand rêveur? Non, parce qu'il y avait le côté, il ne faut pas oublier, il est de formation ingénieur. Hein. Les ingénieurs, ils ont toujours, quel que soit X, ils ont toujours un plan, un système. Il faut que les cubes rentrent dans les cubes. Ça, c'était très lui. Hein. Il n'y a pas de dessin comme ça qu'on jette sur la table pour avancer. Non, il faut que tous les cubes soient placés, que tout ça soit organisé. Donc il y a cette culture d'ingénieur qui est très forte et qui, je pense, organise son travail. Il pense qu'on peut changer les choses. Et dans la séquence de la fin, dans l'élaboration du programme présidentiel, où le Premier ministre est très impliqué, Patrick Hachi, aujourd'hui, était très impliqué dans la construction de ce programme, ils imaginent ce que peut être la Côte d'Ivoire en 2030 et ils se disent qu'il faut qu'on arrive là. Mais c'est toujours les boîtes, c'est-à-dire on construit, on fait les plans et on va vers ça. Et ils pensent que c'est jouable, et ils pensent que c'est faisable, et ils pensent aussi, il nous l'a dit, qu'il aura de toute façon l'appui du président, le conseil, la capacité de lui parler, d'obtenir des conseils. Mais encore une fois, tout ça a été assez clair. Hein. Lui allait être candidat, le président allait être en retrait, mais ça ne changeait pas la nature de leur lien entre eux. Donc il y avait le rêve, effectivement, le rêve de cette Côte d'Ivoire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et puis il y avait le côté pragmatique. Pour arriver là, il faut faire ça, ça, ça et ça. Monsieur Konan, puisque vous avez découvert l'homme à travers justement cette mission que vous aviez d'écrire sa vie, j'ai envie de vous demander quelle est l'anecdote qui vous a vraiment marqué. Il y en a beaucoup. Hein. D'abord, c'est un amoureux du reggae. Ça, je l'ai découvert. Et il a eu la chance d'assister à un concert de Bob Marley en France, à Paris. Il en était très content quand il en parle. Et il écoute le matin dans sa voiture, quand il va au travail, il écoute du reggae ou du balafon. C'est la synthèse. Voilà. Il a failli être skieur, voilà. On ne savait pas. Skieur, oui. Il avait failli être skieur parce qu'un ami de ses son vacances à Nessie, dans une station de ski là-bas. Il y a ça, et puis... Et l'anecdote quand même que tu peux raconter de l'identité. En 2000, quand il y a eu le coup d'État, il y avait une commission qui avait été créée pour refaire la Constitution et le Code électoral. Et il y avait une commission qui traitait sur la question de l'identité qui était au cœur de la problématique de la Côte d'Ivoire. Et donc, dans cette commission-là, il a pris la parole un jour, et les gens pensaient qu'il allait parler d'Alassane Ouattara. Il a dit non. Il a dit, regardez-moi, moi qui suis là, Amadou Gon Coulibaly. Mon fils s'appelle Gon Coulibaly. Mon fils est de Korogo. Il passe toutes ses vacances à Korogo. Et vous allez dire que cet enfant-là n'est pas ivoirien, parce que sa mère est guinéenne. Mais vous allez dire que cet enfant-là n'est pas ivoirien. Et jamais il a tapé sur la table, il a refait le geste devant nous, comme si on était... Il revivait le moment. Ça, c'était lui. Il était passionné. Et voilà. Quand il raconte son histoire, il est vraiment dedans. Et il sait raconter son histoire. Il y avait un accident de train. Il était tout petit avec sa mère et ses soeurs. Ses frères allaient à Ferké dans le train. Et le train a failli dérailler. Il s'en souvenait comme c'était hier. Quand il racontait, voilà, c'était ça.
Amadou Gon Coulibaly, Le cœur et l'esprit, c'est l'œuvre dont vous êtes co-auteur, Venance Conan et Ziad Limam. Vous avez, en tout cas, ce soir... Vous avez donné l'eau à la bouche. Absolument. En tout cas, l'œuvre a été présentée officiellement le 5 juillet dernier. Elle est dans toutes les librairies, elle est déjà disponible, l'œuvre. Tout à fait. Exactement. En tout cas, ça a été un vrai bonheur de vous avoir avec nous sur notre plateau et puis surtout de nous faire découvrir, en tout cas, de nous faire revivre, parce que c'est un peu l'objectif. C'est Fratpat Édition. Exactement. Et ensuite c'est sa maison Et d'édition. ensuite est Fratpat Édition. Nous faire revivre donc Coédition, oui. ce grand homme-là dans nos cœurs et puis de là où il est, je suis sûr qu'il est très très fier de ce que vous faites pour lui et surtout de ce que vous laissez comme souvenir de lui. Merci à messieurs. vous. Merci à vous. Nous, on vous retrouve demain sur ce même plateau pour un moment de décryptage. Serge Kouachi, Madame Bleu, Edith Brousse se joignent à moi ainsi qu'à toutes les équipes techniques et éditoriales pour vous souhaiter une bonne suite de programme sur Live TV. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.